Salut. Quand on parle de communauté cyber, les avis sont souvent partagés. Et si on parle de l'apprentissage, les expériences sont, là encore, assez polarisées. Certains ne jurent que par le partage, d'autres préfèrent tracer leur route comme des loups solitaires. Et si la meilleure solution, dans un monde si individualiste, était tout simplement l'union, pour que cet esprit de partage, encore et toujours, persiste. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Alors, troisième partie de retour. Cette fois-ci, on va parler du partage avec la communauté. Et la première partie, ça va être plutôt orienté sur le partage et l'apprentissage autour de ça. Avant même de parler de partage ou de quoi que ce soit d'autre, on va commencer à parler de la communauté qui est autour quand même. C'est la première étape. Qu'est-ce que tu en penses de cette communauté ? Quelle a été ton expérience, toi, avec cette communauté depuis que tu en fais partie? Bonne question suivante. Non, ça a été très chouette. Moi, je suis un peu un bisounours, donc peut-être, je sais pas si c'est représentatif. J'ai vraiment rencontré que des crèmes. Il y a une ou deux personnes, des fois, où on se demande ce qu'ils font là, donc on passe notre chemin. Et voilà, comme dans toutes les communautés, hein, il y a du bon et du moins bon et du drama et tout. Mais overall, on reste en contact avec les gens qu'on aime bien. Donc, essayer de s'entourer d'une communauté avec des gens super chill, bienveillants, je pense que ça se fait et que ça doit se faire. Et comme ça laisse les gens un peu relous, belliqueux et autres entre eux, et c'est pas mal. Même s'il faut pas les laisser trop longtemps, parce qu'après ils font des bêtises, mais fait avec. Ah ouais, non, communauté, que ce soit plateforme de CTF, que ce soit recherche ou autre, même la communauté Bug Bounty, où je sais qu'il y a potentiellement plus de clash parce qu'il y a de la thune en jeu. J'ai jamais trop eu de galère. Je sais qu'il y a certaines choses où il faut faire un petit peu gaffe, mais quand on est correct et qu'on fait les choses bien, ça se passe bien. Après, il y a quand même un moment où je suis tombé de super haut. Pour moi, c'était une communauté de passionnés parce que voilà, c'est des gens qui veulent de la tech et qui font de la tech et qui s'entraident pour des trucs qui les passionnent. Et je me suis dit que voilà, il y aurait que des gens gentils dedans. Et il y a des gens qui font du carding, il y a des gens qui chopent leur MeToo, il y a des gens qui vont aller faire du ransom parce que bon, faut bien finir à la fin du mois. Il y a de tout, mais comme dans tous les milieux, je vais dire. Alors, c'est assez. Ta réponse est assez à contre-courant avec ce qu'on entend habituellement sur la commu. Mm. On entend des bonnes et des mauvaises expériences, mais c'est souvent dans les extrêmes en fait. C'est soit on a des très bonnes expériences, c'est un petit peu ce que tu nous dis, puisque nous on vit aussi. On entend aussi parfois de très mauvaises expériences. Mm-mm. Et est-ce que toi, tu as un indice sur la cause de ces deux extrêmes en fait ? Je pense que ceux qui arrivent dans la cyber très tôt sont vachement plus confrontés à des choses plus sombres. Parce que tu arrives tôt, t'as pas de rentrée d'argent, tu peux même pas travailler légalement. Donc si tu es bon en cyber, les seules manières de t'amuser, c'est CTF ou bug bounty non déclaré ou faire des trucs que t'as pas forcément le droit de faire. Et encore, en plus, t'es étudiant, t'as pas de thunes, donc t'as envie de faire du carding ou d'aller faire des choses comme ça. Je pense que la cyber trop tôt, c'est sans être régulier, sans avoir les bons contacts, ça peut être vraiment néfaste pour quelqu'un. Moi, je suis arrivé dans la cyber, j'ai 26 maintenant. Cyber depuis 4 ans et quelques. Donc avant, je faisais un peu d'infos comme ça, mais donc ouais, je pense que ça peut être vraiment altérer l'expérience de quelqu'un. Et je pense que les gens qui sont moteurs et bienveillants, gentils, vont assez vite s'entourer de plein de gens similaires parce qu'on est dans un milieu qui est très facilement médiatisable. Si moi je suis comme ça, je fais un article ou deux, je fais un stream ou je vais à un ou deux events, on rencontre des gens pareils et on se fait une petite bulle de gens mignons et gentils et derrière tout roule. Donc je pense que ouais, ça peut vraiment polariser l'expérience d'un côté ou de l'autre, ces deux faits-là. À ton avis, quelle place a le partage ? Comment on peut profiter des avantages de tout à chacun et des profils bienveillants qu'on a dans cette commune pour pouvoir amener un partage plus conséquent dans celle-ci ? On serait très peu à être là si notre communauté n'était pas aussi axée sur le partage qu'elle est aujourd'hui.
Ça remonte quand même vraiment très très loin dans le monde du hacking avec les fracs, les ease-in, avec Frac, avec les hackers manifesto et autres, où dès que les gens ont eu un petit peu de connaissances, ils ont essayé de la partager, de la rendre accessible. Il y a eu quand même des trucs très underground où c'était la rendre accessible à un cercle d'amis très fermé, qui est fine, hein, parce qu'avec des connaissances, on peut faire des bêtises. Et ça s'est un peu perdu. Moi, j'étais pas là quand c'était comme ça, de toute façon. Donc c'est clairement sans tous les gens qui partagent des ressources, des qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, moi je serais pas dans la sécu tout court en fait. C'est vraiment juste des gens qui m'ont tendu la main et puis là, ça snowball. Et donc de la manière qu'on a pu être là, en vivre, s'amuser, s'épanouir grâce à ça, je trouve que c'est normal et même moi j'ai mis un point d'honneur à essayer de rendre en retour. Aussi bien en mode broadcast, que ce soit avec des articles ou des lives, que Unicast. S'il y a prendre quelqu'un qui se trouvait pas bien dans son domaine, essayer de le ramener sur un truc qui lui fera plaisir, bah go. Et aider des gens qui sont plutôt bons à se dépatouiller, go. Faire le sapeur-pompier quand on a le cyber sapeur-pompier une fois de plus, quand on a des amis qui sont loin de la cyber mais qui sont en thèse et ah merde, 6 mois après leur ordinateur démarre plus et le disque il marche plus et faut aller faire du binwalk dedans pour leur sortir leur thèse parce qu'ils n'ont pas de backup ces cons-là. Ça fait partie, ça fait partie du jeu. De la même manière que moi je suis une tanche dans pas mal de choses, genre je sais pas, administratif, cuisine ou autre, je me repose pas mal sur les autres, donc je trouve ça plus que légitime d'essayer de donner quand je peux. Alors, t'as parlé justement de un petit peu ce que tu peux faire en broadcast ou etc. Alors, t'es quelqu'un qui est assez discret. Faut avouer, Ah oui. Tu fais pas beaucoup de bruit. Et dernièrement, j'ai vu que tu faisais des lives sur Twitch. Et pendant ces lives, dont je suis spectateur hein, par ailleurs, tu t'abordes des termes variés qui sont liés à la cyber ou qui sont liés au web. C'est pas forcément lié à la cyber, notamment ce que tu as fait sur Hugo. Tout est web. Et est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais sur ces lives? Pourquoi tu fais ces lives? Yes, avec grand plaisir. Moi, j'ai énormément appris en regardant, au début de mon cursus cyber, IPSEC, puis XCT. Parce que c'est pas un write-up, c'est quelqu'un qui dit voilà, alors je vais essayer de faire ça, ah zut, ça ne marche pas. Et il passe 20 minutes à le débugger. Et tu te dis ok, tiens, c'est ça la méthodologie que j'aurais dû avoir pour essayer de comprendre et de me dépatouiller. Et tu vois plein d'outils. Et en soi, c'est pas la réponse qui est ultra importante, c'est vraiment le process que le mec te dise ah ben tiens, c'est parce que j'ai pas la bonne librairie là. Cool, super, je saurais que j'aurais un problème de librairie. Que le mec te dise ah tiens, on voit dans la stack trace qu'il y a tel truc qui rate à cet endroit-là, sauf qu'en fait ce fichier-là c'est pas mis dans la stack trace, mais ça dépend d'un autre fichier sous-jacent parce que machin, ou d'une erreur réseau parce que ça a pas voulu. Peu importe. Tu comprends la réflexion de la personne, tu vois le workflow. Et tu peux caper là-dessus. Et je trouve que ça manque un peu. En cyber, on en a un peu, mais ça manque en tech. On a des gens qui disent, qui vont me dire petit tuto en 2 minutes où là, on a cet outil-là qui est setup. Et regardez, je lance ma commande avec ma commande que vous savez pas d'où elle sort avec des options du futur et ça marche. Et tu fais ouais, moi je connais pas les options du futur. Donc voir quelqu'un galérer et voir comment la personne s'en sort, est-ce que on s'acharne, est-ce qu'on essaie de changer d'approche, est-ce qu'on essaie de faire autrement. Je trouvais ça assez nécessaire. Et pareil pour la partie workflow, je suis un maxi fan de ZSH, Regolith, i3, Tmux, FZF et j'en parle. Si les noms ne parlent pas aux débutants, je vous suggère de regarder parce que c'est un bonheur. Et je trouve qu'on voit pas... C'est sous-représenté. On voit des gens qui font des tutoriels avec clic, machin, quand il y en a, et montrer un workflow de quelqu'un qui est vraiment passionné, un peu à la XCT ou IPSEC, je trouve que ça manquait un petit peu. Donc, la démarche intellectuelle par l'échec aussi, quoi. Ouais, surtout, ça c'est une série que j'ai pas poursuivi autant que je voulais par manque de temps sur le site Think Love Share. C'est que il y a un gros problème de syndrome de l'imposteur aussi dans la communauté parce que on voit les gens qui publient ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils maîtrisent. Et on se dit, ouais, super, l'autre il est trop fort, génial, super, j'ai vraiment beaucoup appris en étant un peu salé. ASDF, comme disait c'est ça, un autre outil incroyable.
Et moi, ça m'embêtait. Et donc, j'avais commencé une série qui s'appelle Failed quelque chose, avec 01, Failed 02. Et c'est plein d'idées de recherche, de très gentil à vraiment poussé, où j'explique tout le process de recherche, qu'est-ce qui a été amené, qu'est-ce qui a été tenté, et pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est des pistes que je ne poursuis pas, pourquoi c'est des pistes où je dis ça peut être chronophage, mais si quelqu'un a envie de creuser, pourquoi pas, pour montrer qu'il y a de la méthode derrière et que la recherche, mine de rien, c'est un sacré pourcentage d'échecs. À titre de comparaison, le dernier framework que je me suis vraiment amusé à bastonner, et la superbe responsable disclosure qui s'est pas passée comme prévu, c'est Kong et Konga. Donc peu importe la partie disclosure, chacun fait ses bails. Mais la partie qui m'intéresse là, c'est que sur une vingtaine de pistes testées pour essayer d'avoir les RCE total, au final, il y en a une qui marche. Ça veut dire que j'ai 95% d'échecs pendant la recherche. Donc après, c'est normal, c'est notre rôle. Le métier de pentest, on va essayer de mettre des guillemets, des quotes dans tous les champs. Et il y en a peut-être un qui va marcher, mais au final, on aura 99% d'échecs sur tous les champs. Donc c'est vraiment pour montrer que le côté fail est inhérent à la partie recherche et pentest. Mais je pense que c'est aussi vrai dans la recherche des autres milieux. Et je voulais montrer un peu ça en live. On a passé 1h30 à configurer du code QL et à galérer à rien réussir à faire marcher. J'ai passé 2 heures à faire du CSS, JS en live, à pas réussir à faire ce que je voulais, puis montrer que non, en fait, avec une approche différente et la bonne lib, ça marche. Donc il y a toujours moyen de s'en dépatouiller et montrer de la galère, montrer que c'est beaucoup de temps passé, plus il y a de l'efficacité, mais c'est surtout beaucoup d'acharnement pour arriver à faire marcher les choses, et que c'est normal si ça marche pas. Pour les nouveaux, c'est normal que ça marche pas comme vous voulez du premier coup. Si même pour les gens qui sont dedans de manière acharnée depuis 4 ans, des fois ça patine. Et Dieu sait que ça patine. Ça, c'est ce que tu fais en live. T'as une chaîne YouTube qui relaie les VOD, ce que j'ai vu. Yes. J'y suis abonné. Allez-y vous aussi, c'est important. Gentil comme tout. Mais t'as pas fait que ça. Tout à l'heure, on parlait de la conférence où tu avais fait les 1001 RCE. T'as fait plusieurs interventions sur plusieurs conférences, plusieurs rumps, etc. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes, celles qui t'intéressent le plus, qui t'ont le plus plu, par exemple ? Forcément, la 1001 RCE, c'était un régal parce que c'est un peu une rétrospective sur 2 ans et demi de pro et perso. Petit disclaimer, à aucun moment des données clients qui ont été reprises anonymisées, tout a été créé de zéro, en repartant de zéro. Il n'y a pas de risque d'anonymisation, c'est que du Google fou, quoi. C'est juste pour reprendre l'idée et les scénarios. Donc ça, c'était assez important pour moi de faire un espèce de récap comme ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui s'est vraiment fait l'idée de faire une grosse boîte à idées pour que les gens puissent s'y retrouver, savoir un peu comment brainstorm, savoir quels sont des chemins d'exploitation de la vie réelle. Voilà. Donc ça, celle-là, elle m'a bien plu. Récemment, je m'étais dit il y a peut-être 2 ans, dans les objectifs, de faire une conférence avec un ou une amie, parce que c'est une clove chère, quoi. C'est vachement plus sympa quand c'est partagé. Et je suis un peu fou, donc j'ai du mal à trouver des gens qui ont envie de faire de la recherche avec moi et de passer leur nuit à les cramer comme ça. Ou en tout cas, c'est pas sur les mêmes sujets. C'est assez dur, mine de rien, entre chercheurs, soit de trouver le temps, soit d'avoir à peu près le niveau et que tout le monde s'y retrouve, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se sente carry ou délaissé. Donc Et j'ai pu faire récemment pour Greuhack et en solo, mais juste avant ça, Rumparen avec Groomf, qui est à la base un pote qui est dev dans l'audio et qui donc fait beaucoup de low level. Et j'étais en train de faire de la partie instrumentation, logging, introspection sur PHP. Je me dis, mec, fais du C++. J'ai un POC, non, c'était du C, je pense. C'est du C à faire. J'ai un POC qui est super sale, mais qui est fonctionnel pour arriver à loguer toutes les fonctions dangereuses. Est-ce que tu veux pas faire du C propre avec moi ? Enfin, pour moi. En tout cas, on a brainstorm beaucoup ensemble. On est arrivé aux mêmes conclusions relativement en même temps. Et c'était un régal, aussi bien le process de recherche que de le voir se remotiver, lui, alors que le code était working, hein. Il était working, mais il était crado comme tout, et on a décidé à un moment de lâcher cette solution. Et lui a dit, ouais, non, mais on va le lâcher, mais on va l'open sourcer, parce que c'est ce qui était prévu. Et ça, en effet, on voulait le faire.
il s'est motivé pour nettoyer, documenter, faire une branche par feature et tout avant de mettre en open source. Et tu te dis, ouais, mais on a dit qu'on le maintenait pas et que de toute façon, on avait une approche différente et meilleure maintenant. Il fait, ouais. Ouais, mais moi, je mets pas un truc sale comme ça sur Internet. Et donc, rien que ça, c'était trop mignon. Et juste, la conf qu'on a pu donner ensemble après, c'était un régal. Je pense que c'était une des premières grosses confs qu'il donnait. Et moi, j'étais trop content de faire ça avec lui. Donc, c'était vraiment génial. On Et peut les sinon- retrouver, les rediffs de ces deux confs là que tu citais? Ouais. Alors, toutes les rediffs ont été mises sur la même chaîne YouTube qui a été pubée à l'instant, @TheLaLuca. J'ai fait une playlist sur cette chaîne-là qui regroupe les différentes confs. Donc pas sur la chaîne, mais juste en vidéo externe, quoi. Voilà, il y a eu pour Ramparan, il y a eu pour RootMe, il y a eu la première à Hitchhack grâce à Maki, il y a fort longtemps maintenant, sur l'exploitation binaire. Qu'est-ce qu'il y a eu? En vrai, c'est que des bons souvenirs. Les rencontres en conférence, c'est génial. Les gens sont géniaux. J'ai une question un peu tricky, on va dire. Ah. On reste dans le partage. Dans le partage, il y a plein de choses. Surtout dans l'ère qu'on vit aujourd'hui, il y a énormément de réseaux sociaux, il y a énormément de volume de partage, en fait, de communautés qui s'interconnectent, etc. C'est aussi une ère où on commence à avoir de plus en plus de régulation, parfois très apparente et parfois beaucoup moins. Donc, on a quand même l'impression que l'âge d'or vraiment de tout ce qui était Warez, les newsgroups, les torrents, tout ce partage complètement débridé, on a l'impression que c'est derrière nous. Est-ce que tu trouves qu'on va dans le bon sens avec toute cette régulation qui se met en place? Et qu'est-ce que tu vois, toi, dans le futur du partage, justement? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Alors, je suis très surpris de cette vision des choses. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Qu'il y ait plus de législation, de loi et de tentatives d'enforcement, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours autant en termes de partage, que ce soit en sécurité offensive, en connaissance générale, en film, musique et autres. Tu perds vraiment ce qu'on veut. Légalement, bien sûr, hein, ne faites pas ça chez vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment open bar sur la donnée. Ouais, non, je suis curieux de savoir un peu le ressenti que tu as de ce côté-là de toi. Donc, Boomerang, la réponse. Boomerang, la question. Ouais, alors peut-être pour Parce que j'ai préciser pas un petit peu. ce ressenti. Ouais. Peut-être pour préciser un petit peu, je me souviens clairement d'une époque il y a quelques années où tu allais sur Mega Upload, tu téléchargeais absolument ce que tu voulais, tu retrouvais absolument ce que tu voulais. Pour citer Mega Upload, hein, mais tu avais plein de périodes avant, tu as eu The Pirate Bay, etc. Je parle pas de trucs forcément très légaux, hein, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est clairement dans le gris. Mais justement, t'avais entre guillemets cette liberté de télécharger n'importe quoi et de te prendre des saloperies sur ton PC, hein, d'ailleurs, au passage. Bien sûr, ne et de lancez ne pas les excès. Voilà, et de ne pas rémunérer les artistes qui produisaient tout ça, bien entendu. Donc voilà, c'est pas là, la question n'est pas politique, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu cette phase de liberté, d'euphorie totale, tu vois, que ça s'est complètement explosé. T'as eu un peu des tentatives de régulation, tout ça. Aujourd'hui, c'est pas réellement que la régulation est ultra appuyée, c'est plus que tu as du Spotify, tu as du Netflix, etc., qui te donne accès à, par exemple, à du contenu, tu vois. Tu as l'impression que ça va dans ce sens où tu as des gros qui arrivent, tu vois, des grosses boîtes qui maîtrisent. Mastodonte, ouais. Voilà, ouais. Mais pour toi, ça n'a aucune influence sur le fait de partager, quoi. C'est Ok. on s'en fout. Alors, s'il y a une influence, à l'époque, il n'y avait pas d'offre pour répondre à ses besoins, donc ça s'est fait en illégal, sous la table, tout ça. En revanche, je ne citerai pas les noms là pour ne pas nuire à la réputation de cette chaîne, mais il y a encore tout ce que tu veux. Je te donnerai les liens, vraiment, c'est open bar comme à l'époque. Ça a peut-être changé, il y en a qui se font fermer dès qu'ils se font ouvrir, mais il y a vraiment, que ce soit torrent, pas torrent ou autre, il y a tout ce qu'il faut. Et encore mieux, maintenant tu peux chaîner des VPN ou faire de l'infra as code pour te setup un VPN et le supprimer après, donc il n'existe plus. Bon, il y a un truc à faire, quoi. Oui, mais tu vois, justement, là, ça veut dire que tu essayes de bypasser des interdictions politiques, judiciaires, législatives, qui par ailleurs n'existaient pas auparavant, quoi. Ouais, après, c'est le partage de ce genre de données, ça a toujours été pour un public pirate. Ouais, mais je pense que la question, c'était plus facile avant, peut-être. Tu balançais un émule et puis c'était parti, quoi. Ouais, je sais pas.
Je sais pas, je suis mitigé parce que avant avoir un VPN c'était compliqué, maintenant avoir n'importe quel service freemium ou même gratuit ça se fait. Vous parlez de choses compliquées, moi j'en suis resté à googler soit avec un dork, soit avec juste du Google et tomber sur le bon site et cliquer télécharger. J'en ai quelques-uns que j'aime bien parce qu'il y a les besoins, mais avec juste un peu de Google il y a encore tout ce qu'il faut. Donc je suis ouais. Clairement, il y a l'offre de musique et de vidéo qui a nuit à ça. Il y a les Stadia, Steam et autres qui ont nuit, pareil, qui a moins besoin de craquer du jeu vidéo si le jeu vidéo est moins cher et disponible. Mais il y a encore tout ce qu'il faut. Et pas forcément plus dur d'accès qu'avant. Plus fliqué, plus monitoré peut-être, mais en même temps, il y a tellement plus de demandes et de gens qui le font aussi. J'ai l'impression, je parle pas de fact, j'ai l'impression que ouais. Très bien, c'est une réponse. Et quand bien même je vais faire un tuto pour Malfrat. Si... Ça va biper. Je vais parler que de technique. La plupart des entités qui peuvent faire des démarches de ce côté-là, c'est au sein d'un pays. Et ils vont pas s'amuser à protéger les propriétés de tout le monde parce que ce serait trop galère. Donc ils vont protéger les propriétés intellectuelles du pays. Donc si tu es en France et que tu prends un VPN en Albanie pour aller télécharger un film aux US, c'est 3 clics, je pense. Allez, un peu plus, mais c'est vraiment faisable. Et tu crains rien. Et encore, je connais pas beaucoup de gens qui s'amusent à mettre le VPN pour télécharger. Souvent, c'est un film, un torrent ou quelque chose et ouais. En fait, c'est quelque chose, c'est une réflexion. Alors que j'ai pas forcément, parce que je suis assez d'accord avec toi, on trouve tout aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qu'on entend souvent en fait dans certains milieux qui sont proches de nous, côté hacker, etc. Il y a un peu des fois cette attitude de c'était mieux avant, c'était plus facile, c'était le Far West, etc. C'était différent. Ouais. Et alors, moi là où à une époque j'étais de cet avis aussi, mais parce que en fait j'avais pas remis le nez dedans. Donc mes anciennes façons de faire n'étaient plus là forcément, vu qu'ils avaient pris de l'âge. Mais ouais. Ok, très bien. Bref, qu'est-ce que tu aimerais voir toi dans le partage de connaissances dans le futur? Est-ce que tu as entre guillemets, je sais pas, une vision, un souhait pour tout le partage de connaissances? Je reviens un peu plus sur le côté de la sécu cette fois-ci. Un sens dans lequel tu aimerais que ça aille? Yes, il y a un truc qui serait incroyable, c'est d'avoir une espèce de carte avec des graphes où on voit les différents sites de la commu et on pourrait se balader de site en site. Soit par affinité de machin et poteau avec machin, soit par sujet en commun. Par exemple, si je vais sur un site qui parle de certains sujets, je dis bah tiens, je clique sur ce tag-là et ça me redirige vers les autres sites qui ont été plus ou moins whitelistés par la personne parce qu'il est utilisé pour faire sa recherche. Ouais, je sais pas, un petit truc un peu visuel, un peu graphe. Il y a des gens qui ont fait des choses géniales sur la DataVis de Twitter. Où tu pouvais voir les différents comptes avec des gros maillages et représenter un peu une communauté comme ça. Représenter des sites techniques, soit par sujet, soit par bromance ou sismance, whatever, ce serait quand même sympa. Ce serait un bel outil. Peut-être pas si complexe à coder que ça, mais il faudrait juste que chacun renseigne ce genre d'infos. Et forcément, on parle d'une communauté de pirates, donc les gens vont trouver des bugs pour renseigner 15 fois la même info et apparaître en gros, ça va être très chiant. Donc... C'est jouable avec Maltego, peut-être, hein, si on pouvait connaître quelqu'un qui serait fort en OSINT, il pourrait nous le faire. Ouais, Maltego, t'auras une map un peu durcie, on va dire. Moi, je veux un truc qui bouge. Quand je bouge la souris dessus, les bouges, elles fassent poids avec des graphes. Ah ouais. Ouais. Faut que ça claque. Mais ouais, non, un truc qui se passe un peu... Juste un espèce de spidering des sites de sécu, où dès qu'on sent que le site sort de la sécu, on le tège et on fait une espèce de petit maillage comme ça, ce serait marrant. Très marrant. Et sinon, voir un petit peu plus des gens qui sont jeunes dans la sécu publier, moi ça me ferait plaisir. Parce que c'est pas la même vision et c'est aussi parce que quand on se force à expliquer des choses, on se force à comprendre des choses. Ça m'arrive souvent d'écrire une phrase et dire attends mais je dis de la merde là, je partais de ça, je dis des carabistouilles. Je prenais ça pour acquis, mais en fait pas du tout. Et en fait, des fois juste en fact-checkant
une piste de recherche qu'on a essayé d'expliquer, on se rend compte que cette piste qui avait été abandonnée tôt dans le projet, elle l'amenait au Saint Graal en juste 2 heures de travail de plus. Et donc c'est assez marrant de s'attendre à écrire quelque chose, d'écrire l'opposé. Donc ouais, motiver les petits jeunes, coucou Isis, à publier, à essayer d'écrire un peu plus ce qu'ils font, à essayer de rendre ça un peu plus... Ah merde, j'ai du mal à trouver mes mots. Un grand homme m'a dit que enseigner, c'est apprendre 2 fois. Aussi. Et je suis assez d'accord avec ça. Pour rebondir sur ce que tu dis, à partir de quel moment, toi, tu conseillerais à un junior ou à même quelqu'un qui est même pas encore du tout dans le milieu de commencer à partager ses connaissances ou à créer des blogs, faire ce genre de choses? Anytime. Vraiment, il n'y a pas... Au début, on peut dire des bêtises. Ok, on peut quand même essayer de se vérifier un minimum ou faire relire. On est pas mal à publier dans la communauté française. Et souvent, c'est très rare que quelqu'un publie comme ça en mode juste bam. On se demande des relectures les uns les autres parce qu'on sait que si on dit des grosses bêtises, on peut se cramer, que la communauté n'est pas forcément tendre. Donc c'est juste normal que de demander une relecture à ses amis parce qu'ils sont aussi un peu techniques. Et si vous êtes là dehors et que vous n'avez pas d'amis techniques, contactez d'autres chercheurs, ils seront très contents de faire une relecture et c'est comme ça qu'on fait du lien social aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas qu'il y ait de premier moment, et il y a un truc contre lequel je milite, mais ça m'horripile. On m'a dit à plusieurs reprises, ah ouais, mais machin il a écrit sur ça, mais c'est pas lui qui l'a sorti, c'est connu depuis environ 5 ans, parce qu'en fait c'est un mec, ça a été publié en 2004 sur tel site. On s'en carre. On s'en emballe des tartes à la Meurize, vraiment. C'est pas parce qu'il y a un truc qui est déjà une fois sur internet que tout le monde l'a vu. C'est pas parce que le site peut se faire take down, donc c'est bien d'avoir d'autres choses. C'est dit différemment. Les procédures d'install de test sont mises à jour. C'est pas le même prisme. Même si c'est quelqu'un qui l'a pas vu, ça va donner d'autres idées à d'autres personnes. Et puis même si ça donne pas d'autres idées à d'autres personnes, la personne qui l'écrit, elle s'est amusée à partager un peu de j'ai fait ça, je suis content. Cassez pas les tartes à la rhubarbe, arrêtez, c'est chiant. On s'en bat les lucioles. Pas mal, on s'en bat les lucioles, j'aime bien aussi. On s'en bat les Bien lucioles, joué, c'est rigolo, ouais. Exi là-bas, joli. Une petite chose aussi, j'ai cru entendre, je tairai mes sources, que tu allais donner des cours, tu allais apprendre des choses à des élèves, des apprenants. Yes. Alors je voulais savoir est-ce que tu vas donner des cours dans une école ou est-ce que tu vas donner des cours à des élèves, ce qui est un petit peu différent. Et dans tous les cas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, ce genre de choses? C'est super bien amené. Les deux, mon capitaine. Là, j'ai des cours prévus avec l'ESNA en Bretagne parce que j'ai été juste convaincu par l'approche qu'ils ont là-bas. Concrètement, je te l'ai rencontré et un vrai humain qui m'a dit oui, non, nous, les dossiers, on regarde un petit peu, mais on s'en fout parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des questions scolaires, pas scolaires, donc on essaie de parler à un maximum de gens. Et si les gens sont motivés, passionnés, on leur laisse une chance, peu importe la provenance, voilà. Je dis bah go, j'arrive. Donc je sais pas si ça se fera de manière récurrente, mais en tout cas, au moins pour une fois, pour participer au truc, ça m'a régalé. Donc je vais avoir le plaisir d'avoir des BTS et d'essayer de les chouchouter pour leur faire des choses sympas. Et donc introduction à la cyber avec les classiques, un petit peu de WASP, des choses comme ça. Et ensuite on part dans le dur. Je pense que je vais leur proposer un lab et leur dire maintenant, soit ceux qui sont vraiment loin de la cyber, parce que tout le monde n'est pas là-dedans, même si c'est un peu une école tech, il y a des passionnés et des moins passionnés. Donc je vais avoir quelques end-day faciles et leur dire essayer de la reproduire droit à la documentation, droit à Internet, c'est la vraie vie, juste la reproduire et d'expliquer bien qu'est-ce que vous en comprenez, quel est l'impact sur la machine, sur le système, comment est-ce qu'on corrige ça, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne revienne pas. Vraiment un peu le cycle de vie qui est lié à ça. Donc je pense que ça peut leur plaire. Et les autres, les plus motivés, ce sera régalez-moi. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites un lab, faites une end-day. On peut essayer de la valider ensemble, la faisabilité, parce qu'il y a forcément des choses qui sont très complexes. Si c'est quelqu'un qui est en début de cyber et qui me dit ouais, je vais faire un use after free kernel sur une double linked, non, tranquille, tu vas faire une SQLi comme tout le monde. Ça va bien se passer.
Voilà, et ouais, on va essayer de faire ça un petit peu à chacun son rythme. J'ai hâte, ça arrive mi-mars, c'est ça normalement. Et sinon, hors de toute école, j'ai un peu de freelance à côté, je suis en temps partiel et j'ai fait des petites sessions de. Pour l'instant, c'est 2 jours parce qu'en fait, suite à une première bêta test qui a eu lieu récemment, qui est vraiment qui s'est passé trop bien. Je suis trop content des participants qui ont trouvé des dingueries, donc c'était chouette. Euh, L'idée, c'est d'aider des gens à monter en compétences, donc soit niveau novice, soit intermédiaire, soit vraiment avancé. Là, c'était un intermédiaire. Et les prendre par la main pour avoir le bon tooling, avoir la bonne méthode. Donc un peu ce que je vous ai expliqué avec toute la partie. Là, c'est un peu plus orienté lecture de code, mais il y a quand même la partie introspection, la partie fuzzing, la partie dans quel cas je prends quelle approche. Essayer d'aider des gens à vraiment monter en compétence sur l'approche qu'ils ont de la sécu. Soit dégrossir, soit vraiment passer de je me fais plaisir à state of the art, essayer de pousser pour aller faire de la recherche en solo. Et pour la première session, donc sur 2 jours, où ils étaient bien farcis à la fin, parce que le contenu, il y a quand même beaucoup. Pour ça que je pense pas que ça vaille le coup de faire plus. Parce qu'il faut laisser le temps de décanter, hein, c'est assez dense. On a, je pense, 8 ou 9 bugs, dont 3 RCE, une injection SQL, un file read, de file write. Et voilà, donc on a des choses à remonter. Si normalement il y a Nishacid again qui a fait ça, si on n'a pas de réponse, ça dormira dans un coin, whatever, c'est du PHP. C'est un peu triste, mais genre, bon, voilà. Les devs, j'avais déjà contacté il y a peut-être 2 ans et pour dire il y a des failles. Bon, elles marchent toujours, hein, elle est là, donc on va pas lutter contre eux pour leur bien, il y a un moment. T'as dit, tu es allé à l'ESNA, t'as rencontré un humain là-bas qui t'a donné son avis sur une méthode différente de la scolarité, on va dire. Ça m'amène à te poser la question sur ton avis personnel sur les parcours scolaires. Et ça va être une double question en fait, parce qu'avec le parcours scolaire, on arrive, c'est quelque chose qu'on entend énormément dans la communauté. Enfin, on a deux versions, on va dire, qui ça va clasher, et il faut être obligatoirement bac+5 ingénieur, sinon c'est pas possible. Et t'as l'autre partie qui va dire non, pas du tout, il n'y a pas besoin de diplôme, tu peux faire autodidacte. Donc je répète ma question, que ce soit bien clair, ton avis sur les parcours scolaires, et doit-on être ingénieur obligatoirement pour réussir en cybersécu? Ok, est-ce qu'il faut être ingénieur pour réussir en cybersécu? Non. Il y a plein de gens qui en sont les contre-exemples. Est-ce que c'est plus simple et est-ce que ça aide à passer la barre RH et autres? Oui, c'est indéniable. Et ce serait les gens qui disent mais ouais, j'ai pas le diplôme très facilement, bah tant mieux pour vous, c'est pas le cas de tout le monde. Faut quand même un peu réseauter, c'est pas si simple. Je pense que c'est juste deux parcours différents à qui on va donner des tâches différentes. Moi, ça m'arrive quand même régulièrement quand je fais l'exploitation web, les maths que je fais, c'est des produits en croix. C'est tiens, j'ai fait 10 requêtes en tant de temps, combien de temps il faudra pour que mon brute force se termine? Est-ce que j'ai le temps d'aller manger du fromage? Ça va, c'est pas les maths les plus hardcore. Où il y a des choses comme ça. Après, on va pas aller demander à quelqu'un qui n'a pas bac+5 au moins d'aller, ou une passion, et en ce cas-là, il a lâché l'école parce qu'il n'avait plus rien à carrer. On va pas demander à quelqu'un comme ça d'aller faire de la crypto. Ça ne marche pas. La personne va juste saigner des yeux et il va comprendre ce qui se passe et être dégoûté de la sécu et arrêter. Donc, très cons sont les gens qui disent qu'il faut un bac+5. Très cons les gens qui pensent que ça ne sert à rien de parcours de chemin. Et les certifs dans tout ça? J'aime bien les formations et j'ai vraiment un problème avec les certifs. Je dis pas que ça vaut rien parce que clairement, hein, arriver à faire quelque chose en temps limité, c'est ok, mais je fais partie de ces gens qui arrivent à faire des choses, pas par une efficacité monstrueuse, mais juste parce que je suis déterminé de ouf et que j'y passe du temps jusqu'à ce que ça marche. Et faire des examens en temps limité ou des soutenances, ou des certifs avec des trucs en temps limité et se mettre la pression, c'est un truc où je sais le faire, en temps normal j'y arriverai, mais là sous la pression ça va pas marcher. Alors que si je fais ça en pro, vu que je suis passionné,
bah je vais faire ça, soit ça va marcher, soit ça va pas marcher, je vais y passer 2 heures de plus le soir, ça va marcher. Et le lendemain matin, bah je dormirai un peu plus, et puis voilà. Genre c'est juste, ça me fatigue. C'est comme les entretiens d'embauche. Je voulais bosser à la base à Datadog avec un ami. Moi, l'entretien d'embauche, il n'y a pas eu de souci. Et lui, c'est pas passé. C'est pas passé parce qu'il est mauvais. C'est pas passé parce qu'il est mauvais. Ça a fail parce qu'il est méticuleux et lent. C'est un bulldozer. Il est extrêmement précis, mais arriver à briller en 20 minutes, c'est no way. Ça ne marchera pas. Et donc là où moi, j'arrive à battre du taf, et à l'époque, je me retrouvais bloqué, et c'était bloqué. Il fallait vraiment un pied de biche et un senior pour arriver à me débloquer. Être avec cette personne-là, ça aurait été génial parce que il va à son rythme. Je le débloque 3 fois, et là où moi je suis bloqué et où je reste bloqué une semaine, il arrive et il dit Hé, ça là, moi j'ai lu la doc là, tu peux rajouter cette option et ça marche. Et je trouve ça trop dommage que des certifs, des entretiens d'embauche et autres soient complètement biaisés pour ce genre de profil. Donc ça m'agace. Donc les formations, oui. Apprendre des choses, oui. Des trucs qualifiants en temps limité, tant que c'est pas un taf où il y a un besoin de réactivité ultime, ouais. Alors, sans forcément parler de toutes les certifs, parce que c'est absolument pas le sujet, moi je m'y intéresse là pour ma mise à niveau en web. Qu'est-ce que tu penses de ce que propose Burp Suite, enfin Portswigger? Tu as une Burp Suite Certified, je sais plus quoi. Yes. T'as une expérience avec ça, ouais? Alors moi j'y ai pas touché, j'ai passé pas mal de temps quand même sur les labs Burp Suite. J'ai 2 amis qui l'ont passé. Ça a été éprouvant pour les deux, alors que les deux sont compétents. Bon, il y en a un, c'est une légende, et l'autre, il est compétent. Et voir que quelqu'un que je mets sur un piédestal a pu se manger un petit peu parce que juste, c'est pas un examen qui est donné. Je pense que c'est très pointilleux sur pas mal de points, et ça peut être traître. Ouais, un truc qui est là, tu l'as pas vu, il y avait une intended way. Dommage. C'est justement ce que je reproche aux certifs. C'est chiant. Bon, eh bien, je vais creuser les labs alors, mais peut-être pas le. Mais à certif. côté de ça, je pense quand même que ça apporte beaucoup et qu'elle va gagner beaucoup en reconnaissance et en reconnaissance, que ce soit par la commu comme par la partie RH. Ce qu'ils font, les labs, c'est solide, et pour avoir l'assertif, t'es quand même obligé de te manger les labs. Donc quelqu'un qui s'est mangé les labs, qui a passé l'assertif et qui a réussi à l'avoir en un temps limité, tu sais qu'en web, c'est solide. S'il n'y avait pas quelqu'un de l'autre côté de l'écran pour dire la côte, mais la côte, c'est quelqu'un qui est solide. Les labs, tu trouves ça, comment dire, j'allais dire réaliste, cohérent avec ce que tu peux trouver dans le monde pro? Oui et non. Il y a des trucs que tu verras plus jamais, il y a des trucs qu'on voit pas encore parce qu'ils sont très avant-gardistes. C'est juste exhaustif. C'est juste un énorme tiroir où si tu as poncé tous les labs, tu sais un peu ce qui existe en web. Tu n'auras pas tout, mais tu auras un état des lieux quand même bien poussé de tout ce que tu peux vouloir tenter. Bon, clairement pas exhaustif, mais c'est celle qui s'en rapproche le plus et de loin. Alors, je vais juste revenir. Tout à l'heure, tu nous disais que tu faisais des petits groupes de travail, des micro-formations. Yes. C'est du coaching, hein, au final. On voit beaucoup ça sur Internet dans plein de communautés différentes. Côté influenceur et formateur, c'est Ouais. très vite dégueulasse, n'est-ce pas? Est-ce que... dire ça. alors, comment dire? Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il y ait plus d'initiatives de ce type-là, c'est-à-dire d'avoir des experts comme toi, des gens expérimentés comme toi, je vais pas dire experts, Expert qui, d'expertise. Enchanté. qui commencent à coacher, former en petits comités comme ça? Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il en y ait plus? Et alors, peu importe ta question, est-ce que tu penses pas qu'il y ait ta réponse, pardon. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des risques d'avoir des gourous 3.0 qui émergent de ce genre de choses? Oui, il y a clairement des risques qu'il y ait des gourous 3.0. D'ailleurs, voilà ma carte membre. Non, oui, il y a des risques. Clairement. Mais après, on a déjà le côté un petit peu idole dans la sécu. Il y a déjà des gens qui sont les chouchous de tout le monde, déjà des gens qui sont populaires gentils, déjà des gens qui sont populaires à se faire bâcher par tout le monde, mais ça fait un bad buzz, mais un buzz quand même, donc ils s'en sortent. Il y a déjà tout ça. Donc je pense pas qu'il y ait trop à perdre, et je pense qu'il y a pour le coup beaucoup à gagner.
avec ce genre d'initiative où des gens qui sont calés dans leur domaine proposent des petites micro-formations pour step up leur game dans un domaine particulier. Et ouais, non, moi j'adhère. J'adhère et je compte faire là d'ici quelques temps la formation de Agari sur Burp Suite parce que c'est tellement des outils qu'on utilise tous les jours que c'est rentable. C'est des gens qui, bon, lui, c'est qui humainement est génial, mais je n'irais pas faire une formation de quelqu'un qui est bon mais qui me semble être un connard. Et ouais, non, je pense vraiment qu'on a tous à y gagner. Et par contre, il y a une petite déviance en plus du Gourou 3.0. Faudrait pas que ça vienne complètement remplacer, supplanter la partie échange open source. C'est pour ça que j'essaye. Bon, faut que je continue à écrire des articles, faut que je me motive. C'est pour ça que j'ai lancé les lives en plus des formations. C'est parce que à faire ça, je pense que c'est un peu tentant de se dire, ok, ça fait rentrer des thunes, et derrière vivre de ça et devenir un peu aigri, enfin pas aigri, s'accaparer ses connaissances et plus vouloir les partager. Je pense qu'au moment où on a fait ça, c'est qu'on aura échoué en tant que communauté et que ça sentira pas très bon. Donc oui, faire des trucs un peu poussés, mais continuer à mettre des choses accessibles, à faire des lives, des confs, voire même des formations la même, mais en workshop gratuit pendant des conférences pour garder ce côté accessible. Que des boîtes payent pour ça, pour former les employés, oui, il y a même un budget obligatoire pour ça. Que ça supplante le reste, ce serait trop dommage. Dernière question sur cette partie-là, ensuite on va aller se diriger vers la conclusion. À partir de quand est-ce que tu conseillerais à, alors j'allais dire un junior, quelqu'un qui arrive dans le métier de la sécu web, à partir de quand est-ce que tu lui conseillerais de commencer à enseigner et à retransmettre? Enseigner, retransmettre en pro ou enseigner, retransmettre avec des amis et des petits talks et des... En pro, je pense quand même qu'il y a une... Enfin, je sais pas à quel point les gens... Moi, j'ai tendance à être vraiment ultra exigeant avec ce que je fais, donc... et avec ce que les gens font, et du coup, des fois, je suis chiant. Mais je me réveillerais pas enseignant en pro si c'était pas vraiment confiant sur ce que je vais faire, ce que je vais proposer. Ça va apporter quelque chose aux autres. Donc je pense que quand c'est un peu trop jeune, enfin pas en termes d'âge, mais en termes de connaissances et d'avoir fait des bases solides, un peu compliqué. Après, pour faire des petits meet-up entre potes, pour faire des week-end tryhard, pour faire des conférences, des rumps, mais foncez, c'est trop bien, c'est les meilleures rencontres et vraiment le nombre de projets intéressants et de connaissances à accumuler par ah oui mais il y a le machin qui est un pote qui m'a mis en relation avec telle autre personne parce qu'il a un fork de tel projet il y a que ça. Tout l'infosec est fait d'histoires à rallonge de gens qui se sont rencontrés autour d'une bière ou d'une substance moins légale et qui ont passé leur meilleure soirée et qui en sont restés là. C'est la sécu et la tech, il y a trop de synergie à faire pour ne pas oser se lancer et faire ce genre de choses. Bon, eh ben écoute, on se dirige vers la conclusion. Du coup, on va te poser des petites questions qu'on pose à tout le monde. J'espère que tu t'es préparé. Oh là là, je me suis pas du tout préparé. Eh ben t'as bien fait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta pire expérience en cyber? Préparé, mais je pense pas à des trop, trucs. Non, si, j'ai préparé, mais à la base, je pensais partir sur la partie disclosure racontée précédemment. Ouais, non, aussi, je vais quand même partir là-dessus. C'est vraiment les recherches dernières, récemment, où je me suis amusé à creuser Conga, tout ça. Et bon, bah, on fait la remontée. À la base, comment ça se fait? À la base, j'ai fait ça via HunterDev, donc le programme de remontée de Disclo fait par GitHub. Ok, très bien. Donc je fais le code, le POC, une vidéo explicative en anglais où je dis and then you do that and you click here and nanana. Et c'était cringe et je l'ai fait. Et vraiment, je montre given cette petite misconfig ou même juste given je suis dans le bon réseau, j'ai un shell. Et après peut-être une semaine d'attente ou deux, bah, on me dit c'est pas un bug, on refuse le bug, on refuse les rewards. Ah, et le chercheur a perdu 5 points de crédibilité.
Moi, vous pouvez juste me dire non, c'est pas un bug, mais vous m'insultez pas quand même, ma crédibilité. Bon, j'étais à 0, donc whatever, ça, je m'en fous de ce qu'il y a sur HunterDev, mais c'est un peu dur, et j'avais quand même précisé dans ce rapport-là, do not disclose, please. Parce qu'il y a mon code dedans, qu'il veuille ou non, c'est mon code. Sauf que le fait que le maintainer ait dit de son côté de HunterDev, non, c'est pas un bug, ça a automatiquement disclose ma remontée de bug côté HunterDev. C'est un mécanisme auquel je n'étais pas prêt, pas au courant, et je trouve que c'est horrible que juste un triager, puis c'est un lundi matin ou je sais pas quoi, qui dise pas un bug, ça y est, toi ton travail a été mis publiquement alors que tu voulais pas que ça se fasse comme ça, c'est pas ok. This is not ok. Vraiment, ni côté workflow, côté HunterDev. Après que côté maintainer, ils disent c'est pas un bug, bon, ok, ça les regarde. En effet, il faut avoir une condition particulière pour que ça s'exploite. Mais comme je ne sais pas combien de CVE, et puis s'ils ont mis une sandbox à cet endroit-là, c'est bien qu'il y avait quelque chose à sandboxer. Bon bah voilà, j'ai râlé, j'ai trouvé ça très dommage. Surtout que c'est parti en petit discours de « Ah oui, mais pour vous, vous attaquez ce plugin qui est dit vulnérable. » Je regarde dans la doc, c'est vrai, j'attaque ce plugin qui est dit vulnérable. Mon attaque marche avec tous les plugins. Et je le dis, et jamais eu de réponse, et j'ai relancé par mail, non pas par HunterDev, mais à la vraie équipe sécurité. Et on m'a dit « Ouais, arrêtez de nous embêter, c'est pas un bug. » Bon, bah, c'est pas un bug, voilà. Donc, s'il y a des curieux qui ont envie d'aller le déterrer, sur HunterDev, la Luca, il y a un report qui est disclose, où je me fais cracher dessus, et il y a de la end-day, 0-day, il y a de la non-bug, il y a de la feature qui est disclose. Cadeau. Ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué. Alors qu'en plus, Kong, c'est une surcouche ANGX, hein. C'est un composant qui apporte une sécurité de fou malade quand c'est bien utilisé. Tu sais, j'ai fait 2 ans et demi de pentest. Chaque semaine, j'arrivais à péter ma cible, ou presque, on va dire 2 semaines sur 3, je pense. Et quand je me suis attaqué à mon entreprise actuelle, Mano Mano, ils utilisaient ça. Et j'ai rien pu faire, je me suis pété les dents. Il y a beau avoir un certain nombre de microservices derrière, c'est juste une gros truc en frontal qui filtre proprement, bien, qui expose que ce qu'on veut volontairement. Et je trouve ça scandaleux que des gens qui aient un truc si pertinent en termes de mécanisme soient à ce point-là, à ce point-là, l'anecdote qui vient de se passer. Voilà. C'est catastrophique. Ça m'attriste. Mais bon, c'est une parmi quelques-uns. Et oui, Isis, c'est le truc que je débuguais chez toi. T'étais là à la jeunesse de cette recherche, mais il y a eu, je pense, 3-4 semaines en temps humain. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner ta meilleure expérience? Yes. Je peux faire une mini petite et ensuite une autre? Une vraie? Oui. Fais comme chez toi. Hein. Ok. Une drôle et ensuite une bien. La première drôle, c'était je vois un plugin WordPress sur un GitHub. Il y a un plugin qui était en source privée. Je regarde un peu. Bon, quelques greppes plus loin, il y a une XSS. Très bien. Je contacte les maintaineurs du plugin en disant je ne l'ai pas acheté, mais j'ai vu que c'était public, je vous remonte ça, faites ce que vous voulez. Les gens qui disent ah bah écoute, on a une petite boîte en Inde, on fait ce plugin de référencement machin, c'est gentil comme tout, on t'envoie 250 balles. Pardon, moi je vous donne une faille pour vous la patcher, et vous n'avez pas de problème de bug bounty, et vous me... Bah royal, merci beaucoup les gars, ça fait plaisir. Vous êtes ok pour que je regarde un peu s'il y en a d'autres? Ouais, pas de problème, vas-y, regarde. Je creuse et je leur remonte genre une vingtaine d'XSS, de SQL et tout, et je leur envoie ça, ils font ouais mais on n'a pas de quoi payer. Je fais non mais pas la question, vous êtes en Inde. Clairement c'est une boîte qui à l'époque faisait je pense 2000, en fait vous pouvez voir le nombre d'installations du plugin et le prix, donc on se dit qu'ils font 2005-3000 net par... juste ils touchent ça par mois, avant de déclarer, je sais même pas comment ça se passe là-bas. Et donc le mec déjà qui dit bon bah cool, une XSS de 250, tu dis que c'est le beau move, mais quand tu lui en remontes 20 plus des SQLI et autres, tu sais bien qu'il pourra pas payer. La question elle est même plus là, c'est juste vous avez fait un beau move, c'est marrant. Mais vraiment le moment de hello sir, we cannot pay, c'était un petit peu rigolo. Donc il y a eu ça et c'était la meilleure expérience. Il y a eu la deuxième qui était très sympa.
assez similaire de celle avec Pulse Secure, et donc Pulse Secure et Web Page Test assez similaires, où concrètement, ça va de l'open source. Je dis bon bah voilà, c'est cassé, c'est une vieille version, je vais faire une publication d'ici peu. Et donc Web Page Test, on m'a juste à l'époque dit c'est pas un bug, on n'a pas de bug bounty, on s'en fout, débrouillez-vous. Bon bah du coup j'ai gardé mes trucs pour moi et j'allais publier en mode full disclosure. Et Pulse Secure, c'était un chemin d'exploitation qui passait par Guacamole, donc un autre soft qui était intégré. Et pareil, j'ai dit bon bah vu qu'il l'a enlevé dans les dernières versions, je vais juste faire ma full disclose parce que c'est les gens qui sont pas à jour sont déjà affectés par des failles, les gens qui sont à jour seront pas affectés par ça, donc pas de scrupules. Et l'un comme l'autre, en faisant la disclose, bah, il y a des gens, donc Pulse Secure, ils m'ont contacté avant la disclose parce qu'ils avaient vu qu'un talk allait sortir pour dire tu veux bien qu'on vérifie ensemble que c'est bien fait, qu'on a bien enlevé ce que tu dis qu'on a enlevé du produit et que les choses soient faites dans le bon ordre. Bah ouais, très bien, vous voulez qu'on vérifie, c'est le beau move. Moi, j'ai pas de démarche à faire et on fait en sorte que les choses soient bien faites. On fait ça, carrément. J'ai même pu donner quelques petites guidelines qui seront appliquées, je sais pas, peut-être, hopefully, et c'est chouette. Et côté Web Page Test, c'était donc les premiers triagers qui ont dit non, il n'y a pas de programme, il n'y a rien, tu te débrouilles, on ne va même pas entendre tes bugs. Fais la publi, et de l'autre côté, ils patch, et il me semble que c'est le CEO, qui revient me ping sur Twitter en mode ouah, c'est horrible, je suis vraiment désolé que ça se soit passé comme ça, que ça a été handle comme ça en interne. Merci pour la recherche que tu as fait. En tout cas, nous, on l'a pris en compte maintenant et on essaie de rework le process pour que ce soit mieux fait dans le futur. Ne crame pas plus de temps de ton côté, ni sur ces failles, ni sur du recheck, tant qu'on n'a pas pu avancer et qu'on ne peut pas donner un environnement de test décent. Et si possible, on essaiera de refaire un environnement de test sympa pour des hunters et d'ouvrir un programme de bug bounty dans la foulée. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait, mais la démarche de dire bah écoute, moi je suis un ancien tech, j'aime bien ce que tu as fait, j'ai aimé lire l'article, et on s'est fait tacler, mais en même temps on n'aurait pas dû avoir cette réponse comme ça en interne, donc on va y travailler. C'est plateau d'argent, c'est grand seigneur, c'était incroyable de voir ça, c'est un régal. Ah ouais, on n'a jamais ça, c'est trop beau. Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne anecdote, un truc qui s'est bien passé. Comme quoi, il y a du bon dans ce bas monde. Mais oui. Mais oui. Très bien. Alors, tu connais la question qui arrive. Est-ce que tu aurais un invité particulier à nous recommander pour une future émission, sachant qu'il faut nous donner le sujet avec, si possible. Ah. Wow. Alors, l'invité suffit, mais effectivement, vu qu'on fait des émissions sur des sujets, c'est vrai que c'est mieux de nous dire en quoi il est expert ou en quoi ça pourrait être intéressant. Ouais, mais c'est compliqué, il est expert en tout, c'est chiant. Ah. Yes. Non, il y a Gelusha que j'aurais beaucoup aimé voir en podcast, mais je lui ai même pas demandé avant de le citer de ce côté-là, donc je sais pas s'il va être très podcast friendly. Mais concrètement, là où moi je passe vraiment des fois du temps à essayer de farmer quelque chose, à essayer d'être efficace, il est dans la sécu depuis plus longtemps, il a un cerveau bien foutu et il a une efficacité. Il a vraiment un vieux Windows tout pourri, il fait des copier-coller de code Python dans un interpréteur plutôt que d'avoir un beau script, c'est scandaleux. Mais il fait des choses plus vite que moi. Et genre quand je passe des fois 2 semaines à essayer de rattraper un peu les nouveaux challenges qui sont sortis sur Root.me, je vois qu'en lui en un jour ou deux il a fait ça et au calme. Donc j'aimerais bien en savoir un peu plus sur sa méthode, sur ce qu'il fait. Je sais qu'il a pas mal il était très exploitation binaire à une époque, il est ultra bon en web. Son nouvelle passion, c'est l'OSINT et le SOCMINT et plus. Je sais pas à quel point il peut en parler, mais je pense que ça ferait un très beau guest. Et si jamais il n'est pas podcast friendly, parce que tout le monde n'aime pas être exposé comme ça, ce qui est ok, faites un truc entre Worthy et Nishacid. Les deux sont bons, compétents. Je sais pas forcément quel sujet serait le plus adéquat pour eux, parce qu'il y a des choses qu'on fait en pro qu'on peut pas forcément aborder, des choses qu'on fait en perso qu'on veut ou peut pas. Voilà, à voir. J'ai du mal à choisir le sujet pour eux. Mais Gelu et Bethodo peut être très sympa. Ok, écoute, on garde ça dans notre besace. Il y en a un ou deux qu'on connaissait bien, mais parfait. Et je vouch for ce que Poda avait dit il y a quelque temps.
bisu prometteur. Est-ce Ouais. que tu pourrais nous donner tes trois derniers conseils, 3 ultimes conseils pour les débutants de la cyber qui nous regardent? Yes. Petit 1, don't go alone. It's dark outside. Faites des équipes, faites des binômes, faites ce que vous voulez. Mais on a vraiment un milieu qui est prône à la dépression, au burn-out, à tout ce que vous voulez, à l'isolement. Rencontrez des gens et faites du tryhard avec eux, que ce soit IRL, que ce soit via des appels, que ce soit juste en se faisant une petite pointe synchro de temps en temps, mais vous isolez pas, ça vaut pas le coup. Vraiment. Et puis on s'amuse plus et on avance plus vite quand on est avec des potes. Donc go, team up. Mettez-vous à l'aise avec votre setup. Je vois trop de gens galérer et faire 15 fois la même action. Si une action vous coûte quelques secondes, genre déplacer une fenêtre, et que vous la faites 10 heures par jour parce que vous êtes dans la tech et que vous en voulez un peu pendant des années, faites un truc rentable. Faites des raccourcis clavier, mettez-vous à l'aise. J'ai mes petits chouchous de ce côté-là pour la productivité, le gain de temps. En fait, vraiment, quand on veut faire du hack, c'est trop chiant. C'est pas normal de mettre 20 minutes à se préparer à faire du hack. C'est pas normal même de passer 10 minutes à dire bon, j'ouvre un éditeur, je fais ça, j'ouvre un navigateur. Faut avoir les shortcuts, la rapidité pour tap, et d'un coup on est prêt à se mettre sur le projet. Et essayer d'optimiser un peu tout ça. Dès que des actions vous prennent trop de temps, ou même un peu de temps, mais elles reviennent souvent, faut touler. Faut touler et il faut s'épargner ça au soin du futur. Et ça, vraiment, c'est doublement rentable aussi bien pour le temps qui est économisé que pour les connaissances que vous allez acquérir en prenant le temps de faire ce tooling. Donc vraiment trop bien. Et même le débugage, parce que il y aurait forcément des problèmes et en débuguant on apprend encore plus de choses sur son système. Donc c'est trop bien. Et le dernier, c'est que la sécu c'est dense. C'est que faut vraiment voir ça comme un marathon. Et ça je l'ai dit à notre connaissance commune, un certain Nemos de son pseudo. Que si on essaye d'aller trop vite, on se crame. Donc il faut se faire un petit workflow habituel. Il faut y aller à son rythme. Faut pas essayer de se dire ah faut que je connaisse telle faille à telle date, sinon on va juste se cramer et s'en dégoûter. Donc allez-y pépouze avec des amis. Et dernier tips, mais vraiment j'ai beaucoup d'affection pour celui-là. Essayez de commencer votre journée par une demi-heure ou 1 heure de veille techno, de lecture, que ce soit essayer un outil, que ce soit lire une readme, que ce soit lire un article, que ce soit échanger avec quelqu'un qui en sait plus et qui pourrait vous apprendre des choses. C'est super important. On est dans un sujet on est dans un milieu, un métier où on peut se manger les murs et échouer pendant 1 semaine ou 1 mois d'affilée ou en avançant vraiment au ralenti. Commencer la journée sur un petit win. On peut pas échouer à lire un article. Au pire, on peut pas comprendre tout. Mais commencer la journée sur un petit win comme ça fait le café.